C'est bon? Nous sommes ici à Nyamirambo, à Kigali, et je suis en présence de Jean Bosco Sengoga, qui a gentiment accepté de répondre à mes questions et surtout de livrer son histoire. Jean Bosco, bonjour. Bonjour, Serge. Alors, votre histoire, elle démarre en octobre 1990. Alors, pour rappeler aux spectateurs quelle est la situation en octobre 90, le 1er octobre 90, les réfugiés, les enfants des réfugiés des pogroms des années 60, en majorité Tutsi, tentent de revenir au pays par une attaque menée par l'Ouganda, par la frontière ougandaise. Je recommence tout, c'est n'importe quoi. On y va? C'est pas grave. Au début, et puis après, je me chauffe un peu. Nous sommes ici à Nyamirambo. On recommence, c'est parti. Ça détend comme ça. On y va. Nous sommes ici à Nyamirambo, à Kigali. Je suis en présence de Jean Bosco Sengoga, qui a accepté de nous parler de son histoire, qui démarre en octobre 1990. Jean Bosco, bonjour. Bonjour, Serge. Alors, pour rappeler la situation qui prévaut au Rwanda en octobre 90, il faut se souvenir que le 1er octobre, de la frontière ougandaise avec le Rwanda, l'armée patriotique rwandaise fait sa première incursion, c'est bien cela. Cette armée patriotique rwandaise qui est à cette époque en majorité constituée des enfants des réfugiés Tutsis qui ont, dans les années 60, fui les pogroms dont ils étaient la cible. 2 jours plus tard, l'armée française vole au secours de son allié, le régime ethniste Hutu, et quelques jours plus tard démarre votre histoire, Jean Bosco. Racontez-nous. Oui. Exactement comme tu viens de le dire, la guerre de libération, en fait, a éclaté le 1er octobre 1990. Alors, à ce moment-là, moi personnellement, j'étais à ce moment-là guide touristique. Je travaillais dans une agence de voyage qui s'appelait Rwanda Travel Service. Alors, à ce moment-là, j'étais au nord du pays, plus précisément à Ruhengeri, pour la visite des gorilles. J'avais 2 touristes américains. Alors, juste quand la guerre a éclaté, je devrais rentrer le lendemain pour Kigali. Alors, comme la guerre avait déjà éclaté, on a diffusé un communiqué interdisant toute circulation dans le pays. Alors là, on a été coincés dans nos hôtels à Gisenyi. Alors, comme il y avait vraiment du monde, surtout occidentaux, il y avait des Américains, des Belges, beaucoup de Belges, des Français. Alors, on a fait recours à l'armée française qui avait déjà débarqué pour venir à la rescousse de l'armée nationale à ce moment-là. Alors là, ils ont dit, envoyer un bataillon pour protéger les ressortissants européens, pour les aider à rentrer sur Kigali. Quand vous avez dit, ils ont fait un cours? Recours. Un recours, d'accord. Ouais. Ils ont fait recours pour la protection des ressortissants qui étaient coincés à Gisenyi. Alors là, on a entendu, c'était le 6 octobre exactement, un convoi français est venu. Non, je crois à Belge. C'était belge, je pense. Ou français, c'était français. Alors, c'était français ou belge? Vous n'êtes pas sûr? Je ne me rappelle pas. D'accord. Ouais. Alors là, on a fait partie du convoi. D'accord. Donc il s'agissait d'un convoi pour évacuer les les ressortissants européens qui étaient à Gisenyi.
D'accord, mais pourquoi vous étiez, vous, dans le convoi, puisque vous n'étiez pas ressortissant européen? Oh oui, moi je conduisais des Américains. D'accord. Je conduisais des Américains qui étaient aussi à l'hôtel Méridien à ce moment-là. Alors là, j'ai fait partie du convoi. C'était un long convoi. On est venu... Donc un convoi fait de véhicules comme le mien, civils. Également de véhicules militaires, donc, dans le convoi, comment c'était? Il y avait quand même des véhicules militaires rwandais. D'accord. Parce qu'il y avait des barrages partout. Hein. On a quitté Gisenyi, c'était vers 8 heures. Quand je fus arrêté, c'était vers 14h, 14h30. Hein. Alors là, plus précisément, quand je suis arrivé à un endroit communément appelé Gitikinyoni, hein, c'est là que il y avait vraiment un barrage là très fort. Hein. Où est cet endroit C'est juste à la connexion. Il y a la route qui vient du nord-ouest et du sud-ouest. Hein. C'est à 2 km, à 1 km pour entrer en ville, dans la ville de Kigali. Donc c'est une barrière qui, quand on l'a traversée en venant soit du sud, soit du sud-nord, il reste encore 2 km et on est au centre-ville, c'est ça? Pour arriver au centre-ville. D'accord. Donc c'est une croisée de route. C'est une croisée de route, oui, c'est stratégique. Hein. Alors là, c'était la grande barrière. Hein. Il fallait exhiber des cartes d'identité. Alors, comme le convoi était long, véhicule par véhicule, un qui passait, il y avait qui passait. Je n'étais pas le seul Rwandais qui était dedans. Hein. Mais on demandait des cartes d'identité, ils les exhibaient, ils disaient passer. Hein. Alors là, moi, je suis arrivé à hauteur de... Il y avait un barrage, des soldats rwandais là-bas, des soldats français à côté. Ils sont venus à côté de moi. Qui, les soldats rwandais ou les soldats français? Les soldats français d'abord. Ils sont venus. Ils m'ont salué. Je dis bonjour. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que j'ai demandé. Il m'a dit ta carte d'identité. Je me suis dit, dis-toi, je n'ai pas donné directement ma carte d'identité. Hein. Je lui ai demandé, toi, tu n'as pas le droit de me demander ma carte d'identité, toi. Hein? Ça ne te regarde pas. Hein? Alors là, parce qu'il n'était pas rwandais, c'est ça? Parce qu'il n'était pas rwandais, il n'était pas censé. Alors, hein, il a été un peu furieux, il a demandé de l'aide aux soldats rwandais qui sont venus. Il m'a regardé droit dans les yeux. J'ai donné j'avais vraiment toutes pièces qui étaient nécessaires. Hein? Carte d'identité, permis de résidence. La carte de contribution personnelle. Hein? C'est quoi cette contribution personnelle minimum. Hein? C'était 400 francs qu'on donnait chaque année. Hein? J'avais aussi la cotisation du parti. Hein? De quel parti d'ailleurs? Du MRND. Hein? Parce qu'à ce moment-là, parce que c'était retranché sur le salaire, hein? Il ne fallait pas donner. On le prenait de force. De gré ou de force, on le prenait. Hein? Il ne fallait pas. On ne demandait pas. À cette époque-là, c'était le parti unique. Oui, c'était le parti unique. Alors, il fallait cotiser, hein, que tu le veuilles ou pas. Hein. Et alors là, j'ai donné toutes les pièces. Alors, il y a quand même un soldat rwandais qui est venu avec un parachutiste français qui avait son casque jusque-là. Il m'a demandé comment tu t'appelles. J'avais déjà donné ma carte d'identité. Ils ont dit, lui... Qui demande comment vous vous appelez? Hein? Qui demande comment vous vous appelez? Le parachutiste français? Il était dans le Rwandais qui était en compagnie du parachutiste français. D'accord. Je dis, lui, il laisse, lui, je pense qu'on a besoin de lui. Ils avaient quand même une liste. Alors là, je suis sorti du véhicule. Excusez-moi, on vous demande de sortir du véhicule, non? Oui, c'est ça? On m'a demandé de sortir. Qui vous demande de sortir du véhicule? Le para français. Le para français, il m'a demandé de sortir du véhicule, je suis sorti. Je me suis pris un peu comme ça, j'étais un peu surpris là. On a un peu parlementé, après, il dit non, toi tu es arrêté, tu es complice du FPA, des Ignési, comme on disait dans le temps. Hein. Je me suis dit non, qu'est-ce que vous me parlez? Mais j'ai vu que c'était plus fort que moi. Alors à ce moment-là, il y avait quand même mes touristes américains, ils ont commencé quand même à bouder. Hein.
Ils étaient, Ils étaient combien? Ils étaient deux. C'était un couple. Je dis, non, qu'est-ce qui se passe hein? Alors, le parent français, il a un peu causé avec eux. Il dit, votre chauffeur, là, il est arrêté. Alors là, je n'en revenais pas. Ce qui s'est passé, il y avait une camionnette rouge au volant des parachutistes français. Ils m'ont pris, ils m'ont mis dans la camionnette. Qui vous a pris? Les soldats rwandais et français. Hein. Je pense qu'un peu, je n'ai pas voulu, j'ai mis un peu la force pour résister. Alors, ils m'ont soulevé là, ils m'ont mis dedans. Alors là, un parent français il était au volant de mon véhicule là. C'est lui qui a conduit les parents, les touristes américains, jusqu'à l'hôtel où ils devraient descendre. C'était à l'hôtel des diplomates. Parce que le bureau de l'agence était à l'hôtel des diplomates, là où se trouve le Serena maintenant. Ouais. Alors là, voilà, c'est à partir de là, c'est fait de mon calvaire. Hein. Alors, avant d'aborder cette autre étape, je voudrais revenir sur... C'est bon? Ok. Avant d'aborder cette deuxième phase de cette histoire, je voudrais qu'on revienne sur l'arrestation pour comprendre ce qui a déclenché l'intérêt, entre guillemets, pour votre personne. Vous m'avez parlé de deux choses. On a regardé vos pièces d'identité. Également, il y avait, selon vous, une liste. Est-ce que vous avez vu d'abord des noms sur la liste, vous-même? Vous êtes sûr que c'était une liste nominative? Oui, en principe, parce que c'était un papier comme ça. Hein. J'ai vu qu'il a mis du temps quand même. Hein. Il a lu sur la liste. Parce que je me suis dit comment que je figurerais sur cette liste. Ah, il m'a dit, mon cher, là, toi tu restes. Hein. D'accord. Et vous avez compris que votre nom figurait sur la liste? Oui, j'ai compris directement que mon nom figurait sur la liste. Est-ce que également, est-ce que au vu de la carte, est-ce que la carte d'identité a été regardée aussi? Oui, il a été regardé pour voir si c'était vraiment moi. Hein. Pour voir si c'était vous. Ouais. Donc en fait, d'après ce que vous m'expliquez, c'est donc plutôt la liste que la mention ethnique sur la carte d'identité qui aurait déterminé votre arrestation. C'est la mention de l'ethnie en fait qui a motivé l'arrestation. Oui, mais permettez-moi d'insister pour bien comprendre. Il y a deux éléments. Il y a une liste et il y a également une pièce d'identité. Comment vous pouvez savoir si c'est la mention ethnique plus Non, que parce que, à ma connaissance, je ne vois pas comment j'ai figuré sur cette liste. Je l'avais fait dans la politique. Hein? D'accord. Parce que, mais c'est surtout la mention ethnique qui a motivé l'arrestation. D'accord. Qui vous dit la première fois que vous devez rester là? Si vous en avez le souvenir. Si j'ai bonne mémoire, hein, parce que c'est le soldat français, hein, il avait même ma carte d'identité. Hein. Il a dit, je pense que monsieur, on a besoin de toi, tu dois rester ici. Tu ne continues pas avec tes gens, tu restes. Voilà. Le soldat français était en uniforme français? Oui, avec casque rouge. D'accord. Et une autre question, Jean Bosco. Avez-vous vu d'autres personnes être sorties comme vous du véhicule avant vous ou après vous? Non, peut-être après moi, mais avant moi, il n'y a personne qui est resté. Et après vous, bien sûr. Et après vous, je ne peux pas le savoir parce que je suis déjà parti. Comment ont réagi le couple de touristes américains à votre arrestation? Ils étaient vraiment très confus. Hein. Ils n'en croyaient pas religieux. Hein. Parce qu'ils ont vraiment insisté. Ils disaient, c'est comme ça. On vous conduit jusqu'à votre hôtel. Le reste ne vous regarde pas. Ça, vous l'avez entendu? Combien de temps aviez-vous passé en compagnie de ces deux touristes avant votre arrestation? On était parti au 31 septembre. Hein.
90. Oui, 90, jusqu'à... Le retour était prévu le 2. Le 2. Ils avaient seulement 3 jours ici. Donc ça y est, vous aviez déjà visité les gorilles? Les gorilles, oui, oui, oui. On avait déjà visité les gorilles. Et vous vous rappelez des relations que vous aviez avec eux? C'était plutôt sympathique? C'est sympathique. 3 jours avec des gens qui sont vraiment sous ta responsabilité. C'était agréable. Vous aimeriez un jour les revoir? Oui, si vraiment je me rappelais. Hein. C'est dommage, j'ai perdu vraiment les traces. Hein. Sinon, je leur ai fait savoir ce qui s'était passé pour moi. Hein. Parce que, en fait, hein, même les adresses, on s'est passé jusqu'à la fin du voyage. Hein. Quand on se disait revoir, c'est passer les adresses et tout. Alors là, on n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps. C'est pourquoi, en fait, j'ai perdu les traces. Et ce métier, vous le faisiez depuis combien de temps? Depuis, c'était 5 ans. Hein. Ouais, 5 ans. Et régulièrement, vous faisiez visiter les gorilles? Oui, ça, oui. Votre travail? C'était, oui. C'était le parc national de la Cagliera, c'était les gorilles. Et des fois, c'était les touristes, quoi, en fait. Est-ce que ça vous était arrivé ou d'avoir eu à rencontrer des gens du Front patriotique rwandais durant les années qui précèdent, ou est-ce que vous aviez été vous-même approché? Ah, là, non. Même pas un petit souvenir, jamais? Non, franchement. Franchement, non. Revenons maintenant à... Est-ce que lors de votre arrestation, est-ce que les soldats français ou rwandais, en dehors de la mention ethnique qui figurait sur votre carte d'identité, se sont intéressés à savoir notamment si vous aviez des marques sur votre corps qui sont laissées, vous savez, par la bandoulière qui tiennent les fusils? Les fusils, non. Okay. Est-ce qu'ils ont essayé de voir si vous aviez des marques de bottes également sur votre Non. Non. Pas du tout de souvenir de ça? Non. Non, ils ne l'ont pas fait. Ça, je m'en souviendrai. Est-ce qu'ils vous ont interrogé là sur place? Non. Pas du tout. Ils ont tout de suite embarqué. Embarqué jusqu'à la brigade de Gikondo, là. Racontez-nous maintenant la suite. Après l'arrestation, donc, qu'est-ce qui se passe? Oui. Après l'arrestation, j'étais embarqué dans une camionnette jusqu'à la brigade de Gikondo. Hein? C'était vraiment l'enfer. Hein? C'est là où mon calvaire a commencé, au fait. Hein? J'étais là-bas, directement, j'ai été ligoté par derrière, avec des menottes. Par qui vous avez été ligoté? Au fait, quand les paras français m'ont acheminé jusque-là, ils n'ont pas entré dans la brigade. Hein? Ils sont directement partis. En fait, l'interrogatoire, c'était pour les Rwandais. Les gendarmes rwandais à ce moment-là. Est-ce que, lorsque vous êtes monté, vous m'avez dit, dans un camion? Oui. Dans un camion? Il y avait d'autres personnes que vous? Vous étiez seul? Non, moi j'étais seul dans la camionnette. Est-ce que, quand on vous a amené jusqu'à la prison, c'est ça, de Gikondo, et vous étiez seul pendant tout le voyage, hein? Oui. D'accord. Et qui était au volant? Est-ce qu'il y avait des Français dans C'est le Français qui conduisait la camionnette. Mais au-dessus de la camionnette, il y avait des soldats rwandais. Mais c'est le Français qui conduisait. Alors, est-ce que vous arrivez, à quel moment on vous ligote? En arrivant à Gikondo. Quand j'étais monté dans la camionnette, il y avait des fusils pointés sur moi. Hein? Alors, je ne faisais pas même un geste. Hein? Des soldats rwandais? Des soldats rwandais, oui. Les hommes étaient pointés comme ça sur moi. Mais arrivé à Gikondo, c'est à moi où j'étais ligoté. Continuez. Alors là, j'ai été tabassé. Hein. On me demandait justement ce que tu me demandais tout à l'heure, hein, pour voir si je n'avais pas pris un fusil à bandoulière. On m'a déshabillé. Hein. On m'a gardé là-bas. On regardait si j'avais mis les bottes. On me posait tant de questions. Qu'est-ce que j'avais comme relation avec Feu Rwigema. Petites choses comme ça, quoi. Hein? Fred Rwigema, rappelez-nous qui est Fred Rwigema. Fred Rwigema qui était... il était le chef d'état-major de l'APR à ce moment-là, l'armée patriotique rwandaise, oui, qui avait attaqué le Rwanda, en fait.
Alors, il m'a demandé quelle relation j'avais avec lui, qu'est-ce que je devais faire. Parce qu'on m'a fouillé, quand j'ai été fouillé d'abord, j'avais quand même des dollars américains dans ma poche. Il m'accusait de tous les mots, que c'était de l'argent que j'envoyais chez mes frères là. Alors là, c'était pas un type, il est venu, il m'a assommé, je sais pas, il m'a su ou quoi, là, j'ai été un peu cocu, hein. J'ai perdu un peu connaissance. Hein. Après une heure là, j'ai repris, on m'a versé de l'eau froide. Hein. À ce moment-là, je me suis retrouvé à poil. Hein. J'ai passé toute la soirée dans la salle d'interrogatoire. Hein. Après, ils ont vu que ça n'allait plus. Hein. Alors là, j'ai eu un coup sur ma jambe. Hein. Jusque-là, ça m'a poursuivi. Je boite. Hein. J'ai un pied qui tombe. Alors, ils m'ont mis dans le cachot. Là. Et puis, le cachot, j'y ai fait une semaine. Hein. J'ai fait une semaine. Les mains ligotées derrière. Hein. Jour et nuit? Jour et nuit. Hein. J'avais mes mains qui étaient gonflées là. Hein. Il y a toujours une trace là qui ne cesse pas. Ça me rappelle des choses. Et après quand même 5 jours, il y a eu une visite. Il devrait y avoir une visite de la CICR. Hein? La Croix-Rouge. La Croix-Rouge. Alors c'est à ce moment-là qu'ils sont venus quand même, ils ont ouvert les menottes. C'est à ce moment-là que j'ai un peu respiré. Alors des jours après, on nous a pris du cachot hein, pour aller à la prison centrale de Kigali. Hein. La prison était toute pleine. Hein. Il y avait des hangars en construction juste en dessous. Alors là, on nous a entassés là-bas pour 2 jours. Après, on nous a transférés dans de différentes prisons parce qu'il y avait un monde fou. Alors moi, à ce moment-là, j'ai été transféré dans la prison de Butare. Là, qui est la deuxième ville du Rwanda. Qui est la deuxième ville du Rwanda. Mais vous discutiez, combien de temps vous êtes resté? 2 jours à la prison de Kigali, c'est ça? Oui. Non, pas 2 jours. Hein. À peu près 2 semaines. Hein. D'accord. Ouais. Et vous discutiez avec les co-détenus, j'imagine? Vous parliez un peu ensemble? On parlait, oui. On parlait. On se parlait du tout. Hein, parce qu'on souffrait. Hein. On avait des blessures à gauche, à droite. Hein. Tout le corps était mutilé, en fait. Hein. Et vous reconnaissiez des gens que vous connaissiez avant? Oui, on s'est retrouvés quand même avec des connaissances. Hein. Qu'on voyait tout le temps, chaque jour. Il y avait des Tutsis et des Hutus, seulement des Tutsis? Beaucoup de Tutsis et moins de Hutus. Mais quel pourcentage à peu près peut-être 1% de Hutus, 99% de Tutsis. Parce que même les Hutus qui avaient été arrêtés peut-être par le Sembrance, de jour en jour, on les libérait. Parce qu'on avait quand même créé une commission hein, de triage là. On l'appelait comme ça d'ailleurs, commission de triage. À l'intérieur de la prison? À l'intérieur de la prison. Ouais. Les gens venaient, il y avait le parquet, il y avait le service du fichier central, c'était un truc, je pense, de la gendarmerie, la sûreté militaire comme ça. Comment ça fonctionnait cette commission de triage? Tu arrivais devant toi, on te demandait qui tu te présentais, ce que tu faisais, d'où tu venais. Et après, tu regardais, tu disais, tu peux partir, toi tu rentres à la prison. Vous avez vu des gens partir? Vous avez vu ou pas des gens à qui on a dit, pour toi tu peux partir? Si, il y en a déjà qui sont rentrés. Hein. Et vous savez pourquoi ils sont partis? Pour quelle raison Oui, parce que moi, comme j'ai à ma connaissance, je disais peut-être que lui, il n'était pas dans le coup, c'était peut-être un Hutu. Vous pensez que c'est ça? Oui. Si tous les Hutus ont été libérés. Mais pourtant, les Hutus avaient la mention ethnique Hutu sur leur carte d'identité. Oui. Pourquoi on les a arrêtés alors? Oui, justement, il y a des fois où on les prenait comme ça, et on les confondait. Hein? Hein? Des fois, ils les prenaient sans même demander les cartes d'identité. Parce que le physique, selon eux, ils ne prenaient même pas la peine. Oui, ils ne prenaient même pas la peine donc de vérifier. Donc ils pouvaient faire des erreurs. Oui. Et des erreurs, ils ont fait parce qu'après, il est libéré. Il exhumait sa carte, il disait, moi je suis tel.
alors il est libéré. Est-ce que vous pensez, parce qu'il y a une logique, quand bien même est-elle monstrueuse, hein, qui pourrait expliquer, j'ai pas dit justifier, mais expliquer que dans une contre-insurrection, on essaye de casser la base ethnique, c'est-à-dire de faire en sorte que ceux qui sont susceptibles de protéger les rebelles soient interrogés. Laisse tomber, j'ai une image, je m'embrouille, on va la couper, hop, c'est pas grave. Non, c'est pas ça, Julien. Je reprends mon souffle. Est-ce que, selon vous, votre sentiment, vous étiez sur place, vous nous avez expliqué que les soldats français et rwandais étaient à la recherche des complices du Front patriotique rwandais. Ouais. Est-ce que est-ce qu'ils ont relâché, est-ce que vous avez vu ou entendu dire quand vous étiez dans la prison que certains Tutsis avaient été relâchés parce qu'éventuellement, au terme d'une enquête, il se serait avéré qu'ils n'avaient plus aucun doute sur le fait qu'ils ne pouvaient pas être complices? Tu vois, à ce moment-là, hein, juste les gens qui ont été vraiment libérés, hein, c'était pratiquement des Hutus. Parce que les Tutsis, ils ont tenu jusqu'à... Parce que par après, hein, ils avaient dit qu'on allait faire quand même des dossiers. Hein. Tu peux pas être en prison comme ça, sans dossier. Hein. Hein? Parce qu'il y a des substituts qui passaient juste pour des simples interrogatoires. Hein. Parce que, par exemple, moi, l'interrogatoire que j'ai subi à Gikondo, je ne l'ai plus revu. En fait, c'était un peu désordonné, quoi. Hein. Mais par après, à la prison, il y a des gens qui sont passés, qui te à la machine à te poser des questions, tu exhibais ton identité, des choses comme ça. Hein. Est-ce qu'au terme de ces seconds interrogatoires, vous avez eu connaissance de cas de Tutsis qui auraient été libérés après un interrogatoire qui aurait conclu qu'il n'y avait plus de doute, ce Tutsi-là ne pouvait pas être complice? Oui, il y avait quand même des petits, hein, parce qu'on ramassait n'importe quoi. Il y a des petits Tutsis qui étaient des petits vendeurs de cigarettes. Hein. Nous, petit à petit, ils ont été quand même libérés. Hein. D'accord. Ouais. Et ça représente un pourcentage important? 5 à 6%. Vous vous souvenez de ce ce second interrogatoire? Si, quand j'étais à Boutari, on m'accusait de l'atteinte à la sécurité de l'État. Hein. C'était mon chef d'accusation. Hein. Alors moi je disais, vous m'accusez de l'atteinte à la sécurité de l'État. Comment? Moi je n'ai pas été militaire, je n'ai jamais été trompé à la politique. Ah non, c'est le substitut qui, et des fois qui rigolait. Hein. Après, quand je l'ai vu rigoler, moi je me suis dit, c'est une peine de temps là. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Je me suis tué. Vous saviez que c'était même pas la peine? Oui, je disais que ce ne valait même pas la peine de vous justifier. Ouais. Et donc là, vous êtes incarcéré? Ouais. Combien de temps vous êtes incarcéré? D'ici octobre, parce que j'étais libéré le 2 avril. C'est 6 mois et quelque chose. 1991. 91. C'est 6 mois et quelque chose. Il y a quelques jours. Comment se passe la détention? Incroyable. C'était catastrophique. On était dans une 10-10. Hein? 10 par cellule? Non, c'était une cellule tout ouverte, hein? Mais 10 mètres sur 10 peut-être. Hein? Alors on était à peu près 600 personnes. Hein? Sur 10 mètres sur 10? Ah, on était à peu près 600 personnes. Hein? Des gens, il y en a qui dormaient au sol. Il y avait aussi des lits un peu superposés là, faits en planche. Hein? 10 comme ça, 10 comme ça, 10 comme ça. C'était toute une file là. À ciel ouvert? À ciel ouvert. Non, c'était dans une...
dans une cellule. C'était fermé. Alors là, on avait un peu de latrine dedans, hein, de latrine pour 100 personnes. Hein. Alors, il chiait jusqu'à un temps de... Hein. Alors là, il y a eu entre-temps, une ou deux semaines après, il y a eu une épidémie de... Comment on appelle ça, hein, de dysenterie. Hein. Alors là, les gens sont morts. Hein. Les gens sont morts. Vous aviez des visites de la Croix-Rouge? Non. La visite de la Croix-Rouge a eu deux mois après. C'est 2 mois après qu'on a un peu soufflé. Sinon, avant, c'était le calvaire. Hein. Il y avait des morts. Chaque jour, on sortait des morts. Hein. Parce que la propreté était à désirer. Vous n'avez pas vu du tout de soldats français pendant les 6 mois? Non, on était dans... C'était un mur, 4 murs de l'affaire. Hein. Non. Mais quand même, hein, je me rappelle quand on était encore ici, hein, à la prison centrale, hein, il y avait des petites fenêtres là où on montait. On voyait quand même des soldats français qui donnaient des entraînements aux militaires. Vous les voyez qui criaient, qui passaient avec des soldats français comme instructeurs. Ça, c'était donc quand vous étiez pendant les 2 semaines de prison. Pas à Butare, non, à Kigali. À Kigali. Ouais. Et ils entraînaient des militaires? Des militaires, oui. D'accord. Pas des civils? Hein. Non, pas des civils. D'accord. Vous sortez donc au bout de 6 mois? Ouais. 6 mois. Et qu'est-ce que vous faites après? Après, le temps de récupérer, j'ai fait un mois. Je passe un mois. Le temps de récupérer, après je suis passé de l'autre côté de la frontière. Pour aller où? Pour aller au Burundi précisément. J'étais au Burundi jusqu'à la fin de la guerre. D'accord. Même pendant le génocide, j'étais au Burundi. Jean Bosco, merci. Je vous en prie, Serge.